Au milieu des années 2000, dans le département de l'Essonne, une rumeur est sur toutes les lèvres. Des lycéennes, a priori sans lien entre elles, auraient disparu sans laisser de traces. À chaque fois, la même coïncidence troublante. La veille de leur disparition, toutes ont été prises de vomissements et d'étranges symptômes inexpliqués. Certains évoquent des empoisonnements, d'autres des expériences clandestines. Beaucoup n'en croient pas un mot et sont convaincus qu'il ne s'agit que d'une simple légende urbaine. Cette rumeur a beaucoup intrigué les habitants du département avant de progressivement disparaître des conversations. Plus de 15 ans plus tard, nous avons décidé de mener l'enquête pour comprendre enfin les raisons de ces disparitions. Ces recherches nous ont emmenés bien plus loin que nous ne l'avions imaginé. Vous écoutez Empoisonné, épisode 1, Légendes urbaines. Eh bien bonjour à tous amateurs d'enquête, de mystère et de true crime. Je m'appelle Charlie Batou et je serai accompagné pour ce podcast de mon ami et néanmoins sociologue, ou sociologue et néanmoins ami, je sais pas trop, Vincent Stravinsky. Vincent, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Mais pour être honnête, je suis pas vraiment sociologue. Oui, c'est vrai. J'ai une licence de sociologie. À la fac d'Evry. De la fac d'Evry. Bon, j'ai un petit peu exagéré pour donner un peu de crédibilité à ce podcast, vu que c'est notre premier. Mais t'as raison, on va pas mentir, c'est quand même bien, on va utiliser tes compétences pour cette enquête. D'ailleurs, pour vous expliquer un peu comment est né ce podcast, nous on est deux amis d'enfance, on a grandi dans l'Essonne tous les deux, on a fait notre scolarité là-bas, de la maternelle à la fac. Hein. Mm-hmm. Et puis c'est au moment du lycée qu'on a tous les deux entendu parler de cette histoire, qui tournait pas mal à l'époque. On l'avait quasiment oublié avec le temps, vu que ça fait un peu plus de 15 ans, mais qui nous est revenu d'une manière assez improbable, vu que c'est grâce à une chanson de rap essonnienne. Est-ce que tu peux nous raconter ça, Vincent ? Ouais, carrément, l'histoire est ressurgie, on s'est rappelé de cette histoire parce que sur un vieux disque dur que j'avais chez mes parents, en voulant faire du ménage, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'avais un petit dossier appelé rap local, dans lequel il y avait des dizaines de MP3 et que j'avais passé des heures et des heures à télécharger sur mon modem 56 bauds. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore le streaming, fallait passer des heures et des heures pour télécharger une chanson. Ouais, c'était 1 heure une chanson en gros en moyenne dans mon souvenir. Fallait que ça vaille le coup. Ce qui va pas toujours le coup. Je sais pas si cette chanson valait le coup, mais en tout cas. Si, parce qu'elle nous a inspiré ce podcast. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Elle a cet avantage-là. Elle nous a inspiré ce podcast parce que dans cette chanson de ce rappeur qui s'appelle El Gouvan, dont j'avais oublié l'existence, il y a une phase à un moment donné qui m'a un peu interpellé parce qu'elle parle des lycéennes disparues. Vas-y viens dans mon hall, on est plus sincère que quand Paname et les journaux sont bloqués par le tram et le RER. Autant perdu que toutes ces filles qu'on empoisonne. Fait l'hiver, faut que tout le monde saigne pour que les lumières soient braquées en Essonne. Les vrais savent que c'est en dehors du son pour tous ceux qui se la racontent. Journal de merde, on va te niquer ta mère. Et ta qui se veut paternelle, arrête de me faire marrer. Le mien c'est... Voilà, je coupe El Gouvan, merci à lui. Je ne sais pas s'il a fait carrière depuis, mais... Je crois qu'il a moins percé que PNL. Mais... Bon, merci quand même à lui pour nous avoir en tout cas rappelé cette histoire. Pour ceux qui n'ont pas bien compris les paroles, il parle donc de cette histoire de lycéennes disparues qui, pour lui, ont été empoisonnées. Mm-hmm. Et il reproche aussi aux médias de ne pas avoir couvert l'affaire. Et pour le coup, c'est assez vrai, parce que moi, en voulant rechercher des traces de cette histoire, j'ai trouvé aucun article, que ça soit de l'époque ou même de maintenant, qui en parlait, il n'y a rien, quoi. Ouais. Et c'est d'autant plus étonnant que cette histoire a quand même pas mal de caractéristiques pour être partagée, lue, racontée, quoi. Oui, c'est quand même des disparitions de lycéennes, après, plusieurs... Oui, voilà, c'est pas un sujet banal, c'est quelque chose dont on peut parler, c'est assez étonnant. Du coup, ça veut dire que si vous, auditeurs, vous n'avez pas grandi dans l'Essonne à cette période-là, il y a de grandes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler de cette histoire. Ouais, et en fait, oui, voilà, c'est hyper... c'est une petite fenêtre, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'Essonne au début des années 2000 pour avoir entendu parler de cette histoire. Donc ça... Oui, parce que faute de médiatisation, ça s'est transmis par le bouche à oreille essentiellement, cette histoire-là. Ouais, et puis le bouche à oreille à l'époque, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de traces numériques, il n'y a pas de réseaux sociaux, et donc c'est assez dur de trouver encore aujourd'hui des archives de ça, quoi. Alors pourquoi cette histoire n'a pas été médiatisée ? C'est une question qui est intéressante en soi et qui est, vous allez voir, presque aussi intéressante que l'affaire elle-même. On va y revenir plus en détail dans ce podcast. Mais avant ça, en l'absence de traces, on a dû se baser uniquement sur notre mémoire pour commencer notre enquête.
ce qui est moi personnellement pas mon fort, parce que j'en ai pas. D'ailleurs, je me souvenais même pas comment j'en avais entendu parler à la base de cette histoire. Est-ce que toi, tu t'en souviens, Vincent ? Moi, pour le coup, c'est assez clair, parce qu'en fait, ma plus grande source à l'époque d'histoire, c'était ma mère qui bossait dans un milieu médical et qui avait toujours des histoires à raconter. C'est encore pire parce que ta mère est dentiste. Oui. Et les dentistes aiment beaucoup te raconter des histoires quand tu peux pas répondre. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a récupéré des informations que les gens arrivaient à lui transmettre malgré qu'ils aient la bouche ouverte, remplie de sang et de dents. Donc, très fort. Oui, je me souviens, au collège, toujours, elle revenait avec des histoires pour nous dire qu'il fallait pas faire ça, que là, c'était dangereux. En faisant des auto-tamponneuses, tu vas perdre tes dents. Si tu fais du skateboard, tu vas perdre tes dents. Si tu joues au football, tu vas perdre tes dents. Enfin, bref. Parce que tu vois, elle est toujours une patiente. À qui c'est arrivé ? Bah oui, elle se basait sur des faits réels, un peu exagérés. Bon, alors tu te souviens que tu en avais entendu parler par ta mère, mais est-ce que tu avais une explication à l'époque ? Tu te souviens de ça ? C'est plus flou pour le coup. Moi, ce que je me rappelle... Enfin, je pense que j'ai dû être influencé par la chanson, mais pour moi, l'explication, c'est qu'elles avaient été empoisonnées. Oui. Et aujourd'hui, si je repense vraiment en détail, j'ai du mal à comprendre la logique. Oui, qui aurait empoisonné ces filles ? Pourquoi elles disparaissent ? C'est un peu ça. Ouais. Donc, maintenant que tu le dis, c'est vrai que l'explication comme quoi elles ont été empoisonnées, c'est pas forcément évident. Après, moi, c'est aussi le souvenir que j'en ai. De toute façon, c'est pour ça qu'on a appelé le podcast comme ça, d'ailleurs. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'en interrogeant d'autres gens, un peu de notre génération, qui, pareil, ont grandi dans l'Essonne à ce moment-là, tout ça, on a vu qu'il y avait quand même d'autres versions qui tournaient que cette ouais, il y a une variété dans les symptômes, dans les circonstances, et aussi une variété dans les responsables, on va dire. Oui, on s'en est rendu compte parce qu'on a passé un petit appel à témoignages sur quelques forums, sur Facebook notamment. On a eu pas mal de réponses, beaucoup plus que j'imaginais. Ouais. Et pour les besoins du podcast, on en a sélectionné trois personnes qui ont entre 25 et 35 ans, qui étaient scolarisées dans l'Essonne, comme nous à cette époque-là. Ils s'appellent Ambre, Ludovic et Élise, et on leur a demandé s'ils se souvenaient comment ils avaient entendu parler de cette histoire, et s'ils avaient un début d'explication. En fait, avec mes copines, on se racontait souvent ce genre d'histoire, et de souvenirs, il y a une copine qui a dû m'en parler. Je m'en souviens plus très bien, je crois que c'était mon frère, mais je suis vraiment pas sûr. Très très peu en fait, c'était vraiment une histoire plus que j'ai entendue d'une pote de base. En fait, on accusait toujours la personne qui traînait autour de notre école, une personne un peu bizarre. On s'est tous mis dans la tête que c'était lui. Alors une explication, pas vraiment, c'est mes parents qui, voilà, on en pense qu'on veut. Mes parents pensaient que c'était les gens du voyage. Nous, à l'époque, avec nos copines, on faisait des séances de spiritisme. Et pour nous, l'explication, c'était des filles qui étaient possédées, quoi. Les yeux révulsés, qui lévitaient, qui vomissaient partout et tout. Et du coup, pour nous, on les avait emmenés pour être exorcisés. Avec le recul, ça paraît un peu absurde, mais nous, à l'époque, on y croyait, quoi. Alors merci encore à Ambre, Ludovic et Élise d'avoir accepté de nous répondre. D'ailleurs, j'en profite, si vous qui écoutez, vous venez de l'Essonne ou pas, mais que vous avez entendu parler de cette histoire dans votre jeunesse et que vous voulez témoigner... N'hésitez pas, on fera un super bouquin de sociologie comparative. Je ne sais pas si on fera un bouquin, mais en tout cas, peut-être qu'on utilisera vos témoignages pour ce podcast. Si vous avez des infos, ça nous intéresse. Bref, pour en venir à ceux qu'on vient d'écouter, comme on l'avait dit, il y a pas mal de versions différentes. Ça part un peu dans tous les sens, notamment Ambre, je crois, qui nous dit que pour elle, c'était des jeunes filles possédées, qui ont dû être emmenées je ne sais où pour être exorcisées. Je connaissais pas cette théorie. Ouais, moi non plus, ouais. C'est un peu étrange, mais bon, c'est vrai que c'est revenu quand même plusieurs fois dans les... Oui, ça m'a surpris, dans les témoignages, alors c'est un peu surprenant. Peut-être que c'est le côté de terre à terre, on a dû échapper à ça. Oui, nous on n'irait pas là-dessus de base. Là, elle nous dit qu'elle fait des séances de spiritisme, peut-être. Ouais, j'avoue, c'est vrai que ça colle. Moi, j'en ai jamais fait, jamais parlé à des gens qui n'étaient pas là. Tu n'as jamais parlé aux esprits. Non, voilà. Donc forcément, peut-être que j'étais moins sensible, moins réceptif à ces théories, quoi. On a aussi la théorie de Ludovic qui est plus terre à terre, mais un peu plus inquiétante aussi, qui est, pour lui, ses parents pensaient que c'était les gens du voyage qui étaient responsables des enlèvements. Ouais, après c'est un peu classique et c'est malheureusement... C'est gratuit déjà. C'est gratuit, ouais, c'est un peu les boucs émissaires, quoi. C'est toujours cette minorité qui prend quand il y a un truc pas expliqué. C'est un peu terrible.
D'ailleurs, je crois que c'est le moment d'évoquer l'éléphant dans la pièce, comme diraient nos amis anglo-saxons. Cette histoire de lycéenne disparue dans des circonstances étranges, qui se transmet uniquement par le bouche à oreille, qui permet d'accuser un peu n'importe qui. Ça me fait penser à un concept sociologique. Ah, mais lequel? À la légende urbaine. La légende urbaine. Alors là, certains diraient fake news maintenant, mais c'est le terme, hein, la légende urbaine. Qu'est-ce que c'est, Vincent? C'est à peu près ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. C'est-à-dire que c'est une histoire complètement inventée ou globalement inventée qui se propage de bouche à oreille et qui est basée sur des peurs contemporaines. C'est-à-dire que des choses qui sont liées par exemple à des changements de société, à des nouvelles technologies, à des nouveaux modes de vie et qui sont par là même inquiétants parce que nouveaux. Et après, il y a plusieurs sortes de légendes urbaines. Il y a notamment les légendes urbaines plus paranormales, on va dire. Par exemple, la Dame Blanche qu'on connaît tous. Une autostoppeuse fantôme qui monte dans ta voiture et qui te prévient d'un danger imminent et qui disparaît. Voilà, ça, on a aussi les creepypasta qui ont peuplé Internet ces dernières années de plus en plus. Donc ça, c'est des histoires, on va dire, qui sont plus destinées à faire peur uniquement. C'est un peu l'histoire qu'on se raconte au coin du feu, hein, c'est un peu ça l'idée. Et on a des histoires, par contre, qui sont destinées aussi à faire peur, mais qui sont un peu plus orientées, on va dire, politiquement. Et il y en a une notamment qui est la favorite, je sais, des sociologues comme toi, de cette race étrange des sociologues, qui date de 1969, c'est la rumeur d'Orléans. Et vous allez voir que c'est intéressant pour notre histoire à nous, parce qu'il y a pas mal de points communs, notamment le fait que ça parle de disparition de jeunes filles dans des circonstances étranges. Ouais, bah alors c'est un best-seller de sociologie parce que Edgar Morin a dirigé un ouvrage collectif avec d'autres sociologues pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes de la rumeur. Pour résumer, c'est dans les boutiques des commerçants de confession juive d'Orléans, des jeunes filles qui venaient essayer des vêtements ont disparu. Alors a priori, elle se serait fait endormir par des seringues hypodermiques, puis exfiltrée par des souterrains sous la ville pour arriver au bord de la Loire où des sous-marins seraient venus les chercher pour faire du commerce de la traite des blanches. Donc il y a quand même pas mal de niveaux de complexité dans cette et de what the fuck dans cette histoire, voilà. Et ce qui est assez dingue, c'est de se dire que cette histoire, c'est pas juste un petit truc, c'était vraiment une grosse rumeur qui a beaucoup tourné à l'époque. Oui, au point d'ailleurs que justement des sociologues viennent exprès essayer de comprendre comment. Et pour déplacer un sociologue, alors que Dieu sait qu'il aime bien rester chez lui à faire des études quantitatives. Non mais oui, effectivement, donc ce qui était intéressant, c'est que ça cristallisait tout un tas de mécanismes de la légende urbaine entre ciblage de minorités, danger de la modernité, danger de l'émancipation des femmes ou des jeunes adultes. Donc il y a plein de couches de... C'est vraiment la légende urbaine dans toute sa splendeur. Ouais, voilà, ouais. Mais si je me trompe pas, on est d'accord qu'on a trouvé aucune preuve ou début de preuve que cette histoire est réelle. Non, il n'y a pas eu d'inculpation de qui que ce soit, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de... Il y a rien derrière. Par contre, on a quand même des légendes urbaines, et là ça devient plus compliqué, qui paraissent, pareil, totalement inventées, mais qui reposent en réalité sur des faits avérés. Dans les plus connus, toujours, on a la rumeur qui tourne beaucoup, comme quoi il y avait des crocodiles dans les égouts de Paris, par exemple. Ouais. Et ça, c'est basé sur un vrai truc. Oui, les pompiers découvrent en 84 un petit crocodile dans un collecteur d'égouts pas très loin de la Seine, et à partir de là, tout est amplifié, tout est exagéré pour devenir il y a des crocodiles dans les égouts de Paris, et donc on part d'un fait qui est réel, qui est documenté, il y a un témoignage des pompiers et on en fait quelque chose derrière de assez dingue. Alors, légende urbaine ou pas, cette histoire de lycéenne disparue, à ce stade, c'est encore difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que nos souvenirs ne suffisent plus vraiment, Vincent. Et que la seule façon d'avancer un petit peu, c'est de savoir si y a bien eu des disparitions dans ces circonstances-là. Oui, des disparitions avérées. Alors, on est juste deux podcasteurs amateurs, donc on n'a pas accès à grand-chose, on n'a pas accès aux rapports de police ou ce genre de choses, mais... On a accès à Internet. On a accès à Internet, et c'est déjà pas mal. Donc on s'est plongé dans les archives de la presse régionale, notamment, en cherchant par période, par mots-clés, pour voir si, à défaut de trouver des articles qui parlaient de cette affaire, on trouvait peut-être des articles parlant de disparitions présentées comme isolées, mais qui correspondent dans les circonstances. Malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose... Jusqu'à quand même, Vincent, qu'on mette la main sur un document très intéressant.
Ouais, on a trouvé un sujet de JT de 2004 qui parle de quelque chose qui ressemble pas mal à notre histoire. Ça parle de la disparition d'une lycéenne et le jour même, juste avant sa disparition, elle est prise de violents vomissements et elle doit rester chez elle et elle disparaît dans la foulée. On pense que c'est relié à notre histoire, on n'en est pas sûr, mais il y a quand même pas mal de points communs. Tout à fait, c'est un reportage de France 3 Île-de-France qui date du 14 mai 2004 et qu'on a trouvé sur le site de l'INA. L'INA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros c'est les archives audiovisuelles. Ils ont des millions d'archives, notamment de journaux TV. Ouais. C'est pratique si tu veux faire des documentaires, de l'histoire, c'est pas mal. Des podcasts. Ou des podcasts. Ce que je te propose, Vincent, c'est qu'on l'écoute, c'est assez rapide, ça dure 1 minute, et on débriefe après. Allez. Cela fait maintenant près d'une semaine que les parents de Sidonie, 17 ans, n'ont plus aucune nouvelle de leur fille. Lundi dernier, l'adolescente était seule, chez elle, clouée au lit à cause de vomissements. Quand son père rentre du travail, Sidonie a disparu. On est actuellement en train de relever tous les indices, d'essayer de trouver toute trace biologique pour essayer de savoir concrètement qui était dans cette maison, quand, et pour essayer d'obtenir des indices éventuellement qui pourraient nous faire avancer. Des circonstances troublantes, d'autant plus qu'aucun objet personnel de l'adolescente n'a disparu avec elle. Après avoir recueilli les premiers témoignages des proches, la thèse de la fugue est finalement écartée par les enquêteurs. Ce matin, le parquet d'Évry-Courcouronnes a ouvert une information judiciaire contre X pour enlèvement. À partir du moment où les proches, les parents n'ont aucune nouvelle d'elle, que les premières vérifications que nous avons faites dans les lieux que nous avons visités, les appartements que nous avons visités, les démarches auprès de l'entourage ne permettent pas de retrouver la trace, on est dans cette idée évidemment qui s'impose à nous, qu'elle a pu être enlevée. Un appel à témoins est toujours en cours et des affiches ont été collées autour du domicile de Sidonie, à Bondoufle. La jeune fille s'apprêtait à fêter son 18e anniversaire, jeudi prochain. Alors voilà, bon, avant de débriefer ce qui est dit dans le reportage, pour vous décrire quand même rapidement ce qu'on voit à l'image, parce que podcast nous on a l'image et vous non. Podcast oblige, vous avez que le son. Bon, on n'y voit pas grand-chose, hein, ça fait partie de ces sujets JT qui reposent sur pas beaucoup d'images, mais en gros, on a évidemment une photo, il y en a même 2, de Sidonie. On y découvre une adolescente aux yeux verts, aux cheveux bruns un peu frisés, un visage assez enfantin, j'ai trouvé, pour son âge. On rentre jamais à l'intérieur, mais on a des images de l'extérieur de sa maison. Oui, ce qu'on pense être sa maison. En tout cas, c'est un pavillon un peu banal du coin. C'est ça. Comme tu dis, c'est un pavillon de la ville, on apprend que c'est à Bondoufle. Oui. Bondoufle, c'est quoi comme type de ville? Bondoufle, c'est une petite ville justement avec pas mal de pavillons qui s'est construit énormément dans les années 70-80 à côté d'Évry, parce que comme Évry était une ville nouvelle, donc à côté il fallait faire du logement, notamment du pavillonnaire. Ouais. Et donc c'est comme ça que c'est développé. C'est une ville d'une classe moyenne sup à peu près. Une ville plutôt calme a priori, hein. Mais ce qui est intéressant, surtout dans le reportage, c'est que le journaliste mentionne que Sidonie, le jour de sa disparition, était malade, a été clouée au lit à cause de vomissements. Bon, c'est pas une circonstance dingue en soi, mais ça se rapproche complètement de notre histoire. C'est quand même assez troublant, parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a entendu. En tout cas, le petit bémol, c'est que bon, déjà, même s'ils mentionnent la maladie, ils ne font pas du tout le lien avec la disparition, c'est-à-dire ils disent pas qu'elle a disparu à cause de sa maladie ou quoi que ce soit, c'est juste une circonstance en plus en fait. Bah oui, en même temps, si on n'a pas conscience de la rumeur, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. C'est peut-être juste une explication de pourquoi elle était seule chez elle, ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a que quand on pense à la rumeur qu'on peut imaginer un lien entre les deux. D'ailleurs, ils parlent pas du tout d'autres disparitions similaires dans leur reportage. Oui, ils présentent ça comme quelque chose d'isolé et ils font pas le rapprochement avec d'autres choses qui auraient pu exister. Donc, est-ce que cette légende urbaine et cette disparition sont liées? C'est un peu dur à déterminer. Ça peut être soit coïncidence, soit peut-être que la légende part de cette histoire. C'est-à-dire que il y a eu cette vraie affaire et que on l'a, je sais pas, extrapolé en disant qu'il y en avait eu d'autres, alors qu'en fait pas du tout. Peut-être que c'est la seule disparition qui était considérée comme inquiétante et donc qui a eu une couverture médiatique, alors que d'autres disparitions étaient de gens plus âgés, plus... Oui, surtout que ce qui est compliqué, c'est que on entend souvent parler des disparitions de petites filles. On se souvient tous de Estelle Mouzin, pour la plus connue. Et disparition d'adolescents, c'est beaucoup moins médiatisé parce que forcément, il y a l'idée de la fugue qui est très fréquent, heureusement, en fait. La plupart des cas, c'est ça. Qui sont retrouvés rapidement. Tant mieux. Après, là, justement, la disparition, elle est jugée inquiétante parce que on comprend apparemment que ça a pas l'air d'être une fugue.
Oui, dans ce qu'elle dit dans le reportage, dans le sujet, c'est que elle n'a pas emporté d'affaires, alors Ouais, que bon, c'est bizarre. a priori, de ce qu'on connaît, dans une fugue, on prend un sac à dos avec Oui, un peu le des minimum vêtements, nécessaire, quoi. du fric, des choses comme ça. L'autre élément qui est que les parents auraient rien vu venir, enfin qu'il n'y avait pas de comportement, il n'y a pas de problème particulier. Oui, on comprend qu'il y a eu avec un Sidonie, début quoi. d'enquête et selon les premiers témoignages des proches, elle n'a pas l'air d'avoir le profil quoi, d'une fugueuse. Oui, après le profil d'une fugueuse, il est un peu complexe à établir, mais parce qu'il varie en fonction des gens et tout ça, mais en tout cas, il n'y avait pas de grand problème à la maison de ce qui est dit, quoi. Ouais. Alors on a quand même essayé de creuser pour voir si, tout simplement, s'il y avait une suite à cette histoire, si Sidonie avait été retrouvée. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Hein. On n'a aucun suivi, aucun article. Pas d'autres sujets Non. qui répondent aux mêmes mots-clés. Après, c'est pas surprenant non plus quand on sait que les médias, cette étape-là, ils la zappent souvent, surtout quand ça se finit bien, ils vont pas forcément en c'est parler. ça. Si ça s'était bien fini, peut-être qu'il n'y a pas de suivi, c'est logique. Par contre, on a quand même son prénom qui est pas très courant, Sidonie. Oui. On avait sa ville, qui est la ville de Bondoufle, qui est pas très grande. Et on avait la période, donc ça se passe en 2004. Et on a trouvé un blog d'une lycéenne qui s'appelle Sidonie, qui habite à Bondoufle. Déjà, c'est beaucoup de coïncidences. Alors, on n'a pas, statistiquement, il y a quand même peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre. Et on n'a plus de doute possible quand on a comparé les photos du blog avec celles du reportage. C'était la même personne. C'était la même Sidonie. D'autant plus que le dernier message du blog date du 4 mai 2004, soit 3 jours avant sa disparition. Ouais, ça semble coller. Alors, qui était vraiment Sidonie? Son cas était-il lié à d'autres disparitions éventuelles? Et surtout, que lui est-il arrivé? Beaucoup de questions dont on a cherché les réponses en parcourant ce blog, et vous allez voir qu'il nous apporte beaucoup de nouveaux éléments, aussi intéressants qu'inattendus. C'est la fin de ce premier épisode d'Empoisonné, merci de l'avoir écouté, merci Vincent. Merci. Si vous avez des informations sur Sidonie Lamé ou sur d'autres lycéennes disparues, n'hésitez pas à nous contacter via notre site empoisonné.fr ou sur notre groupe Facebook @empoisonné. On vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de l'enquête.